Parti. On s'appellera après, de toute façon. Bonjour. Bonjour à tous, salut Christophe. Euh, Merci d'être présent pour ce nouveau workshop fin avril, avant mai, hein, important. C'est bientôt le Avant les, dernier jour du mois. avant les ponts de mai. Les ponts de mai pour la partie France, hein, tout le monde n'habite pas en France, je te rappelle. Mais Ouais. effectivement, c'est une période pré-estival, on va dire, et donc je trouve bien agréable. Aujourd'hui, donc le thème, c'est de vous présenter un workshop autour des solutions multisas et également pour rappeler la souveraineté, ce qu'on appelle des données, c'est-à-dire la capacité que vous allez pouvoir avoir de pouvoir manager également le repository par rapport à la protection de vos environnements multisas. Donc aujourd'hui, pour rappel, hein, Christophe, qui est notre responsable technique sur la France, moi qui gère avec lui depuis maintenant bientôt 8 ans en fait cette région, toute la région francophone, et on est ravi de vous délivrer cette présentation bien sûr en français. Euh, alors si ça veut bien passer, ça va marcher. Hop. Donc voilà, donc ça, si vous ne nous connaissez pas encore, on est les têtes de pont sur toute cette région avec une équipe pour gérer toute la partie francophone. L'idée avec IQ, effectivement, ça va être de protéger en fait les environnements de vos données. Et c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Comment et quelle est l'approche d'IQ aujourd'hui sur ce marché? Comment IQ est vu aujourd'hui et comment on continue à se développer avec grande vitesse par rapport à la demande du marché. Donc déjà, pour rappel, hein, IQ, on est une société américaine basée à Boston avec la particularité d'avoir notre centre de développement qui est en Europe, en Slovénie pour être précis, où sont 80% de nos équipes qui développent et conçoivent une solution software de sauvegarde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est détenu par des fonds d'investissement technologiques, en plus des fonds financiers, hein, comme des gens comme Atlassian, comme Okta, comme Cisco, ont pris il y a quelques années le choix d'investir dans notre compagnie par rapport à ce côté visionnaire de solutions de sauvegarde. Alors, visionnaire reconnu par rapport au NPS Score, c'est-à-dire que notre solution est reconnue par les clients qui l'utilisent, ça c'est le premier point, mais également on va le voir visionnaire par rapport aux acteurs, journalistes, études, qui vont voir IQ de façon assez visionnaire. Donc, ça, c'était un petit récapitulatif de quelques-unes de nos trophées qu'on avait eu de la part de nos clients analyse, mettant IQ comme visionnaire, comme leader sur certains sujets. Alors pourquoi en fait on voit ça? C'est par rapport à l'évolution d'IQ sur ces dernières années. Alors ce qui est intéressant à voir, pour ceux qui nous connaissent, vous avez peut-être vu apparaître dans un environnement qui était spécifique à un environnement cloud privé, qui était les environnements Nutanix. C'est là où IQ a grandi et a commencé à concevoir en fait une solution pour protéger pas seulement les instances de ce cloud privé, mais également les fonctionnalités qui entouraient cette solution. On a réalisé la même chose après à la suite dans les environnements cloud, avec autour par exemple de Google, donc de GCP. Et pareil, la même réflexion, c'est pas important de sauvegarder seulement les instances, les VM que les clients ont fait quand ils ont migré dans le cloud, mais également les services du cloud. Ça, c'est l'approche qu'on va voir. Et après, naturellement, on a étendu cette offre aux autres acteurs du cloud public qui sont Azure, qui sont AWS, qui sont les environnements cloud privés autour de VMware. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie approche multi-cloud. Dans l'environnement SaaS, on a fait de la même façon en démarrant il y a quelques années autour des outils collaboratifs, mais très rapidement, ce qui est assez intéressant, c'est que on a commencé à se poser la question, OK, mais si on doit protéger l'environnement collaboratif, si on doit protéger votre M365 ou votre Google Workspace, qu'est-ce qui se passe en fait pour les autres applications SaaS? Quel est l'impact qu'ils ont dans votre entreprise? Comment vous les protégez? Comment les éditeurs de SaaS protègent leurs data? Et c'est comme ça qu'on a apporté cette approche d'évolution en fait sur le marché. Et ce qui est assez intéressant, c'est que notre approche, c'est-à-dire cette approche multisas, cette approche un peu évolutive, bah, c'est ce que IDC raconte justement sur sa dernière étude. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'études jusqu'à présent, on voyait surtout des études classiques sur le domaine de la sauvegarde. IDC a sorti pour la première année justement une étude autour de qu'est-ce qui se passe autour de la protection des environnements multisas.
Et c'est là qu'on voit, alors on a été très agréablement récompensé là-dessus et ça nous fait plaisir, mais en même temps ça montre bien l'avancée qu'on a sur le marché, comme quoi on est leader en fait sur le monde de la protection du SaaS. Donc ça c'est l'approche que IQ va avoir sur le marché et ça c'est ce qui est intéressant. Donc si on rentre après dans la partie justement de comment on protège ces environnements SaaS, ce qui est important à voir au début c'est pourquoi on va protéger les solutions SaaS. Alors, déjà, c'est un peu un rappel à l'ordre ou un rappel de l'histoire, mais c'est qu'il y a 20 ans en arrière, on ne se posait pas la question. Il y a 20 ans en arrière, on n'avait que du on-premise, des applications qui tournaient dans le monde on-premise, on avait un château fort et on protégeait notre château fort. Serein, facile, rien ne rentre, rien ne bouge, tout s'est bien protégé. Puis sur les dernières années, ce qu'on a vu arriver, c'est de plus en plus d'applications SaaS qui sont devenues au début une alternative, puis au fur et à mesure que le temps a passé par rapport à la volonté de ces éditeurs, devenu une référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Salesforce, on n'imagine pas installer un Salesforce dans nos systèmes. C'est une application qui est devenue un standard sur le marché. De la même façon pour Microsoft 365 et l'important de plus en plus d'applications SaaS, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, sont présentes en fait sur le marché et d'ailleurs ne délivrent que des applications SaaS. Ça, c'est l'évolution. Donc, c'est intéressant de se dire, c'est que il y a 20 ans en arrière, je protégeais mon château fort, mais comment je protège en fait toutes ces applications? Et comment je protège surtout mes données qui sont dans ces applications, qui sont dans ces environnements, qui m'assurent en fait la protection de ces environnements. Parce que globalement, en fait, on passe de l'idée que tout le monde pense que ces environnements SaaS sont protégés par l'outil SaaS auquel j'ai souscrit. J'ai souscrit Salesforce, ben, naturellement, je suis protégé dans Salesforce. Mes données sont sauvegardées par Salesforce. Ça inclut dedans. La réalité, c'est que c'est pas le cas, en fait. Euh, la réalité, ce qu'on va le voir, c'est que c'est pas obligatoirement ce qu'ils vont nous remonter. Et ça, c'est pour l'ensemble des API. Alors que côté on-premise, on n'avait pas de doute, en fait, dans le sens que on avait des serveurs, on avait des applications, on avait notre exchange on-premise, il était sauvegardé. À aucun moment donné, on imaginait que quelqu'un d'autre allait le sauvegarder pour nous. Donc cette approche-là nous a amené à nous poser des questions par rapport aux responsibility models, c'est-à-dire aux shared responsibility que, que vont avoir ces éditeurs de SaaS. Et en fait, quand on regarde bien, parce qu'en fait, ils sont assez sereins, tous les uns les autres, c'est que euh, tous l'ont écrit déjà noir sur blanc dans les contrats qu'ils ont avec vous. C'est écrit noir sur blanc que la partie backup, la responsabilité, la granularité, la capacité de pouvoir restaurer vos données est de votre responsabilité et pas de la leur. En gros, si on pouvait comparer, c'est vous avez garé votre voiture dans un garage public et si on vous vole, en fait, si on casse une vitre à l'intérieur du garage, bah, c'est pas le garage, en fait, c'est pas le parking public qui vous assure. Bah, c'est à peu près la même chose en fait. Euh, donc, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'IQ, nous, ce qu'on a fait par rapport à ça, c'est qu'on a commencé à réfléchir et donc travailler sur cette idée d'un outil multisas. L'idée était simple, c'était de se dire qu'il faut qu'on travaille au niveau API, à proposer un outil de sauvegarde, de restauration granulaire, sécurisé, certifié, et surtout que ça soit livré comme un service pour l'ensemble des applications et surtout qu'on vous présente ça dans un catalogue. Donc ça, c'est l'approche qu'on va avoir côté IQ. Alors, ce qui est important à voir, c'est que dans cette approche, ça va permettre d'avoir un outil multisas, mais également qui protège aussi le cloud. C'est-à-dire que le cloud, c'est à peu près le même principe. Vous utilisez, vous allez migrer vos data dans le cloud. Et ce qu'on va voir, c'est que vous avez souvent la réflexion avec vos instances. Les instances, c'est un peu comme mon château fort. Naturellement, on imagine bien que ma VM, elle est protégée. Euh, Sauf que dans un environnement multi-cloud, ce qui est important à voir, c'est que vous allez utiliser plein de services. Et tous ces services, de la même façon, ils ne sont pas protégés de base par les outils du cloud. Et c'est là où IQ va vous apporter quelque chose de plus, c'est-à-dire vous apporter une solution capable de manager vos instances, de sauvegarder vos instances, de sauvegarder les services qui sont dans le cloud, et également, on va voir les services qui sont dans le SaaS. Et c'est ça l'approche qu'on va avoir pour répondre à ces différents besoins. Donc avec trois axes, hein, la partie infrastructure, la partie identité, qui va être pour nous important, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on accède bien à ces données, on accède à vos systèmes. Est-ce que c'est protégé? Est-ce que globalement, si j'ai mis l'entre ID et si demain, en fait, ça clash, si demain je dois réinstaller,
comment je fais pour restaurer les droits à mes utilisateurs? Comment ça marche? Est-ce que c'est fourni de base par Entra ID? Est-ce qu'ils ont une formule où je clique sur le bouton et ça me restaure dans l'état où j'étais la veille ou pas? Et puis bien sûr, les applications, parce que les applications sont de plus en plus présentes. Et dans ces applications, ce qui est important, c'est qu'on met de plus en plus de données critiques. Je prendrai un exemple simple, vous connaissez tous, vous avez tous sûrement un SharePoint. Si vous êtes M360, bien sûr, ou un ShareDrive, c'est pareil. Euh, il y a quelques années en arrière, le SharePoint, c'était un endroit où on mettait un document pour le partager, mais tout revenait dans le serveur de fichiers. Aujourd'hui, est-ce que quand vous mettez quelque chose dans SharePoint, est-ce que vous allez le re-sauvegarder après derrière ou est-ce que vous le redéplacez dans votre serveur de fichiers? Personnellement, on ne le fait pas. Aujourd'hui, on se sert du SharePoint et c'est tout. On n'a pas d'autre endroit. En gros, on stocke nos données dans SharePoint. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que si je mets toutes mes données dans SharePoint, est-ce qu'elles sont sauvegardées? Est-ce que je suis capable de restaurer le document dont j'ai besoin? Donc ça, c'est l'environnement. Et nous, après, le dernier point qui va nous intéresser, c'est où est-ce que je les stocke, ces données? Parce que, comme vous l'avez dit, on est américain, l'ensemble des éditeurs sont souvent américains, on parle de souveraineté des données, tous, hein, les uns les autres, hein, on a énormément de reportages là-dessus. La question, c'est où est-ce que je stocke ma donnée? Est-ce que je la stocke dans le même cloud? En gros, si je suis que Google, est-ce que je stocke mes données aussi dans Google? Ou est-ce que je veux les stocker dans Azure? Ou, pourquoi pas, est-ce que je ne voudrais pas les stocker dans un S3, mais chez moi, ou chez mon service provider local? Parce que moi, je suis marocain et je veux que mes données soient au Maroc. Je veux pas que mes données elles soient ailleurs. Donc, c'est important, c'est ce qui va être important pour nous, c'est d'être capable de vous proposer, en fait, pour ces différents environnements, cette capacité. Alors, on a mis S3, il n'y a pas que du S3, on va pouvoir mettre du DDVE, data domain, enfin bref, tout ce qu'on peut connecter par rapport à Azure, qui va vous permettre, en fait, de pouvoir stocker la donnée où ça vous intéresse, et tout en, bien sûr, protégeant la partie contre les ransomware. Donc, l'approche d'IQ, elle est là. Alors maintenant, si on revient dans l'idée de comment on protège de ça, c'est comment on va pouvoir multiplier en fait le tout dans une plateforme que Christophe va vous présenter derrière, comment on va vous créer un catalogue, et un catalogue qui devient euh, vivant dans le sens que globalement, on intègre régulièrement, chaque semaine, chaque trimestre, de nouveaux services SaaS. Ce qui fait que la présentation qu'on vous fait aujourd'hui est déjà obsolète dès demain parce qu'on vient d'annoncer, par exemple, la sauvegarde des environnements dynamiques, la sauvegarde de Workday, en plus dans le catalogue. Donc, ce catalogue ne fait que s'enrichir avec, comme vous l'avez expliqué au début, cette capacité justement de dialoguer au niveau API avec ces différentes applications. Mais sinon, comment ça marche en termes de principe? On a pris deux exemples. Le premier qu'on va prendre, c'est par exemple toute la suite Atlassian. Atlassian, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est l'éditeur qui produit différentes solutions comme Jira, un outil de ticketing, un outil de management, des outils comme Confluence, pardon, qui vont être utilisés dans beaucoup d'entreprises. On voit bien que c'est différents outils, hein, différents outils avec chaque outil a sa particularité. Chaque outil a ses critères spécifiques à l'usage que vous avez fait. Sinon, bah, j'achèterai pas 8 produits différents, je n'achèterai qu'un et ça ferait le boulot. Donc, j'ai bien 8 produits parce qu'il y a 8 spécificités différentes et donc des bouts de mes données qui peuvent être critiques en fonction de l'usage que j'en fais. Et ben, de la même façon qu'on va avoir, c'est qu'on va être capable, nous, de supporter ces différents objets et donc de vous apporter une restauration granulaire par rapport à ces différents objets. Donc, si effectivement je parle Confluent, je vais parler d'espace. Par contre, si je parle effectivement de Jira, je vais plutôt parler de tickets à restaurer, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que globalement, je vais pouvoir, en fonction de ce que j'ai à sauvegarder, avoir cette capacité de granularité. Et on va le voir juste derrière, que je vais pouvoir avoir cette même capacité à définir une rétention qui peut être différente ou un lieu de stockage qui peut être différent en fonction que je choisisse de backuper Confluence, enfin ou Jira. Parce que peut-être que ma criticité n'est pas la même. Peut-être que ma rétention peut-être nécessaire que 6 mois, de l'autre côté peut-être de 2 ans, peut-être que je veux sauvegarder tous les jours et de l'autre côté toutes les semaines, etc., etc. Donc ça, on va pouvoir le manager également. L'outil collaboratif dont on parlait tout à l'heure, hein, c'est un grand classique. Nous, ce qui nous a importé aujourd'hui, c'est de se dire que, bon, si je fais court, tout le monde connaît ces environnements, Microsoft. J'ai pris l'exemple de Microsoft, j'aurais pu prendre Google Workspace, hein. Euh, j'ai Microsoft et mes outils qui tournent dans Microsoft parce que je suis un utilisateur, j'ai 365.
Et ce qui m'importe pour moi, c'est effectivement être capable de pouvoir protéger en fait ce que je mets dans Salesforce. Pardon, dans M365. Donc globalement, j'utilise des outils, j'utilise des éléments qui vont être, je sais pas, un fichier dans SharePoint, un document. Par contre, ça peut être une conversation dans Teams, ça peut être un email, ça peut être un fichier dans OneDrive, etc. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir restaurer ces différentes données. Et surtout être capable de faire des recherches avancées, d'être capable de faire une restauration granulaire et également, bien sûr, de définir la rétention par rapport à l'usage que je vais en faire. Parce que je vais pouvoir créer des groupes, des entités. Si je suis service provider, je vais pouvoir déclarer des tenants en fonction de chacun de mes clients. Si je suis une grande entreprise, ça peut être en fonction de mon service financier versus mon service de logistique. Si je suis un service public, peut-être qu'au niveau de mon hôpital, bah, tout le monde n'aura pas le même niveau de granularité nécessaire ou de rétention par rapport à mon job au sein même de l'hôpital. Et ce qui va être important après, c'est de se dire, OK, maintenant que je sais que j'ai ma rétention, c'est de me laisser le choix, justement, de pouvoir mettre ma donnée là où j'en ai envie. Alors, on va me dire, oui, mais moi, ça me va bien qu'elle soit dans Azure, ça me convient. Parfait, pas de souci, on la laisse dans Azure. Vous la réappliquez, pas de souci, imaginons que si ça vous convient. Mais si vous dites que avoir tout dans Azure, si Azure plante, si vous n'accédez plus au blob d'Azure, comment on fait pour remonter quelque chose? Ça devient compliqué, quoi. Ben, globalement, là, peut-être qu'on va pouvoir se poser la question, c'est de le mettre ça, pourquoi pas dans un autre cloud provider, ou tout simplement en se disant que je vais mettre ça dans le S3 qui m'intéresse. Ben, moi, je veux que ça soit dans mon S3 chez moi, local, tout simplement. J'ai besoin d'avoir ma troisième copie dans mon 3.2.1. Ben, je veux que mon 3 il soit ailleurs et qu'il soit chez moi. Je vais être capable de le faire. Par rapport à IQ, je vais avoir cette capacité. Et dernier point important, là on parle de sécurité, bien sûr, euh, c'est que vous allez pouvoir avoir vos propres clés d'encryption. Parce que c'est vos données. IQ, dans cet environnement, dans ce monde SaaS, c'est juste une application SaaS qui va tourner là où on le souhaite. Donc, si on est en France, on va pouvoir la faire tourner en France. Mais après, une fois qu'on a fait tourner le IQ, après, c'est vos clés d'encryption, ce sont vos données, et c'est vous qui avez la main là-dessus, et nous, on n'a pas la main là-dessus. C'est important à préciser hein, par rapport à ce point-là. Donc ça, c'est cette vision-là. L'autre point qui va être intéressant, qu'on commence à parler d'applications SaaS, comme vous avez vu, on en a une centaine, euh, c'est qu'à la fin, bon, ça va devenir peut-être un peu compliqué d'arriver à tout voir facilement, où sont ces applications, comment c'est protégé. Donc, de cette façon-là, on a créé un outil qui s'appelle AirGraph, qui va donner une vie, en fait, à cette visualisation des applications SaaS que vous avez dans votre environnement. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que toutes ces applications, souvent, peut-être que ça ne sera pas exactement le cas chez vous, hein, mais sont connectées à votre Entra ID ou votre Okta, à votre système d'authentification. Et donc, vous allez pouvoir avoir une vue claire, en fait, sur les différentes applications qui sont chez vous. Vous allez pouvoir les classer par service. Vous allez pouvoir dire, ah, ça c'est mon service ingénierie, ça c'est mon service, je sais pas, finance, ce qu'on veut, etc. Et vous allez pouvoir maîtriser ces différents environnements. Alors, ce qui est intéressant, mais ça va être annoncé prochainement, on va rendre vie de façon encore plus intéressante à Airgraph dans une vision, on va dire, reliée avec de l'IA pour vous permettre en fait de poser les bonnes questions. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant, c'est qu'on va dire, OK, maintenant que je protège beaucoup d'applications, comme je viens de vous donner comme exemple, mais moi je suis un décideur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que Xavier a supprimé récemment dans GitHub. Et hop, tout de suite, on va avoir la capacité de créer un rapport pour remonter les éléments qui, moi, m'intéressent. Sans pour autant être administrateur de la solution, sans pour autant être un technique qui maîtrise parfaitement les consoles de management. Donc ça, c'est des points qui sont continuels et qui continuent d'évoluer pour vous donner encore plus de lisibilité parce qu'on est d'accord qu'il y a 20, 30 000 applications SaaS. Donc, on en intègre de plus en plus. À un moment donné, il faut que ça soit facile à gérer, facile à administrer et surtout bah, qu'on en tire des bénéfices pour tous. Alors, si je prends l'exemple d'Entra ID pour finir, bah, ce qui est intéressant, c'est que je parlais tout à l'heure, bah, c'est comment on va protéger Entra ID. Alors, je prends ces exemples-là parce que globalement, je protège mon outil d'authentification, ça jusque-là, je n'ai pas de souci, mais ça vous donne une première aperçu de ce que Christophe va vous montrer derrière. C'est qu'est-ce que je vais restaurer? Bah, typiquement dans Entra ID, moi, je vais m'intéresser à restaurer des tenants, des users, des groupes, des rôles. Ça, c'est le premier point. Et c'est de cette façon-là, donc ça, vous voyez, vous avez la console d'IQ derrière. Ben, de la même façon, c'est là aussi que je vais pouvoir créer mes policies.
Donc c'est là qu'en fait, quand nous, on dit des politiques de sauvegarde, en fonction de de chacune de ces applications, je vais définir une policy. Celle-là, c'est pour Entra ID, par exemple, où je vais définir mon backup, ma copie, mon archive, mon archive, en fonction de chacun des produits qui vont m'intéresser. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que cette politique, comme vous l'avez compris, elle peut être unique pour tous vos services SaaS, hein. Et bravo, vous avez une politique Gold SaaS, et basta. Ou inversement, vous allez pouvoir créer une politique en fonction de chacun des services. Et ça, vous allez pouvoir à la main pour pouvoir manager en fait l'ensemble de ces environnements. Donc voilà, pour terminer, et je vais laisser la main à Christophe pour vous montrer un peu plus le produit dans le détail, mais s'il y a quelque chose à noter, je pense que c'est important, IQ évolue dans ce côté multisas. Vous en avez vu beaucoup, vous voyez sur la partie droite de l'écran, euh, déjà un certain nombre d'applications qui sont présentes. Quand on vous dit que IDC nous donne 10 fois plus que les autres, c'est parce qu'on continue à en développer plus. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est très intéressant de regrouper cette vision multi-SaaS à multi-cloud, parce que souvent c'est lié, hein. Vous avez du SaaS qui tourne dans un cloud. Pour rappel, hein, récemment, il y a quelques mois en arrière, vous avez Cloudflare, le DNS de Cloudflare qui ne marchait plus. Il y a beaucoup de services SaaS qui ont arrêté aussi de fonctionner, quoi. Donc globalement, en fait, on voit bien que tout devient de plus en plus lié. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas chez Amazon, ça ne veut pas dire que pour autant l'application que vous avez choisie ne tourne pas chez Amazon. Mm. Voilà. Donc ça me paraît important par rapport à ces données-là et surtout ben, cette possibilité complémentaire, effectivement, de pouvoir avoir cette souveraineté de données. C'est vous qui allez choisir où vous voulez qu'elle soit. Et ça, pour nous, ça nous semble très important de de vous donner cette possibilité. Euh, pour ma part, je vais laisser la main à notre champion technique pour vous animer, vous montrer à quoi ressemble en fait la solution IQ. Pour rappel, en parallèle, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat et bien sûr, on fera des séances-réponses à la sortie une fois que Christophe aura fait la démo. Mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant et on reviendra dessus à la suite. Ça sera plus simple par rapport à ça. Christophe, je te laisse la main. J'espère que tu es en forme. En forme, ouais. Un peu malade, mais ça va le faire. J'ai rien entendu. Et il est en super forme. Vous n'avez rien entendu non plus. Je sens qu'il a une pêche d'enfer. Ça s'entend à sa voix. Ça s'entend. Donc, bonjour à tous. En effet, Christophe Absalon. Donc, j'ai le plaisir de vous faire aujourd'hui la démo un peu en pratique de tout ce que vient de vous expliquer Xavier. Ce qui est important, c'est surtout de noter aujourd'hui pourquoi la plateforme AirCloud, hein. C'est ce que Xavier vous a mis en avant. C'est un petit peu une plateforme pour vous aider aujourd'hui à répondre à ce besoin de sauvegarde, de cette accélération qu'on a vers le cloud, qu'on a vers le SaaS, sans avoir besoin d'avoir autant de produits de sauvegarde pour le cloud SaaS qu'on a de produits. Aujourd'hui, par exemple, chez IQ, on a plus de 70 produits SaaS. Nous, en interne, si on devait avoir 70 plateformes de backup pour chacun de ces produits SaaS, bah, ça serait un peu compliqué. On a fait le même constat chez nos clients. Donc aujourd'hui, on a notre plateforme AirCloud. Donc notre plateforme AirCloud, c'est une plateforme 100% SaaS qui, bien sûr, est sauvegardée et tout ce qu'il faut par IQ. Si nous questionnement les mises à jour de la plateforme, la sécurité de la plateforme, on se devait de vous fournir cela. Cette plateforme, elle est assez importante parce qu'on crée un environnement isolé pour chacun de nos clients. Vous n'êtes pas dans un espace mutualisé. Chaque client a un environnement isolé avec la base de données qui lui est dédiée, des API qui lui sont dédiées, et ainsi de suite. Donc, ça permet de vraiment être sûr qu'on n'a pas de transfert de données entre deux clients. On est vraiment assez étanche, même très étanche. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette plateforme. Cette plateforme, pour se connecter, vous allez soit utiliser un compte local, la première fois, par exemple, pour mettre en place la connexion. Et puis ensuite, vous allez pouvoir utiliser d'autres sources d'authentification. Donc aujourd'hui, on le voit, hein, il y a de plus en plus d'outils qui sont utilisés pour se connecter à des environnements internes ou externes. Et donc, nous, on va savoir s'appuyer sur ces outils pour mettre en place du SSO, s'appuyer soit sur de l'Okta, du Google, de l'Entra ID, du Ping ID, ou je ne sais guère quel outil vous souhaitez utiliser pour vous connecter à AirCloud. Une fois que vous allez être connecté à AirCloud, bah, vous allez pouvoir travailler très simplement euh, sur la plateforme. Donc, comment ça va se passer? Vous allez arriver, vous allez être redirigé la première fois au niveau de votre souscription. Et nous, on va toujours vous poser la même question, c'est est-ce que vous êtes sûr de connaître 100% des applications qui dépendent de votre Entra ID?
est-ce que vous êtes sûr de connaître 100% des applications qui dépendent de votre Okta? Bien souvent, la réponse est oui, oui, on est sûr. Et on va vous proposer de créer ce genre de rapport graphique, hein, assez visuel au travers d'une connexion simplement à Entra ID ou à Okta. On va vous demander d'établir une connexion et si vous validez cette connexion, bah, nous, on va vous dire, OK, super. On a découvert que vous avez du Box, que vous avez du iManage, du Okta, du ClickUp, de l'Asana, des environnements Google, des environnements Amazon, des environnements Office 365, donc pas mal de choses qui aujourd'hui dépendent de votre environnement Okta ou Entra ID. Par rapport à ça, il va y avoir des applications que nous, on va savoir protéger, sur lesquelles on va vous proposer de mettre de la sauvegarde, et d'autres qu'on n'est pas encore aujourd'hui en mesure de protéger, qui ne sont pas encore dans notre catalogue, sur lesquelles vous allez très simplement pouvoir faire une demande de support par IQ. Donc vous allez pouvoir sélectionner votre application et dire, bah, moi, j'aimerais bien que cette application soit supportée par IQ, donc je fais un request module. Ok, j'aimerais bien protéger ça. C'est un request, et par rapport à ça, IQ va voir la demande arriver, et dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, selon le niveau de demande et selon la simplicité d'intégration, on va vous proposer cette sauvegarde. On le disait, hein, typiquement, il y a Dynamic qui va arriver la semaine prochaine sur notre plateforme, donc Dynamic de Microsoft. Pourquoi Dynamic? Parce que c'est celui qui avait le plus de demandes et donc notre équipe engineering a clairement décidé de développer cette application. Donc ça, c'est grave. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas d'Entra, peut-être que vous n'avez pas d'Octa, peut-être que vous ne voulez pas passer par Entra ou par Octa. Eh bien, vous allez pouvoir passer par la marketplace. La marketplace, c'est vraiment l'esprit store. Aujourd'hui, on retrouve sur pas mal de solutions, à citer Apple par exemple. Et au travers du store, vous allez pouvoir voir l'ensemble des applications que nous, aujourd'hui, on vous propose de protéger. Vous allez pouvoir faire des choix par plateforme. Donc, par exemple, bah, si je veux sélectionner des produits de la plateforme Microsoft, on va dire, OK, sur Microsoft, vous avez du Blob, vous avez du Data Lake, vous avez de l'instance, vous avez du SQL, du Manage, du Dynamics 365 à partir de la semaine prochaine, du Planner, du Teams. Vous allez avoir différentes choses que vous allez pouvoir protéger. Vous allez retrouver la même approche si vous sélectionnez la famille Atlassian. On va pouvoir protéger des produits de type Confluence, de type Jira, de type Trello, de type Bitbucket. Donc c'est vous qui allez choisir ce que vous souhaitez protéger. Et pareil, si on parle en plateforme AWS, en plateforme Google, toujours, on va vous aimer ça. Sur la partie AWS et Google, je vais juste insister, c'est assez important. Ce qu'on entend souvent, c'est oui, j'ai une solution de sauvegarde pour mon cloud. Alors, qu'est-ce que ça va être? Ça va soit être du snapshot, ou bien ça va être que vous allez juste protéger du snapshot de vos bases de données et de vos machines virtuelles. J'aime souvent faire le parallèle avec un environnement de premise. Premièrement, faire du snapshot, ce n'est pas du backup. Quand vous avez un environnement VMware ou un environnement Nutanix, si le fait de faire du snapshot était du backup, bah, vous n'auriez pas de solution de sauvegarde à côté. Donc, un, le snapshot n'est pas du backup. Deuxièmement, si vous supprimez l'environnement de production, vous supprimez le snapshot qui va avec. Troisièmement, faire du snapshot, et même souvent les outils de backup intégrés à ces cloud providers ne répondent pas à la règle du 3-2-1. Donc vous n'allez pas avoir votre backup sur un environnement complètement externe, isolé, indépendant. Vous allez toujours être lié à votre environnement de production d'une façon ou d'une autre, ce qui veut dire qu'en cas de corruption de l'environnement de production, vous allez être impacté. C'est quelque chose à bien prendre en compte. Nous, on est de plus en plus sollicités suite à des audits. Donc il y a de plus en plus de clients à nous. C'est des clients qui sont venus suite à des audits. Ils se sont fait auditer. Et les audits des assurances, hein, leur disent, bah, ce que vous avez, c'est pas de la sauvegarde. En cas de corruption ou de perte de vos données, on ne vous assure pas parce que vous n'avez pas une vraie solution de sauvegarde en place. C'est quelque chose qui a pris forme sur le cloud depuis maintenant quelques temps, qu'on voit arriver sur la partie SaaS. Donc, on a eu des sujets typiquement par rapport à du DocuSign, par rapport à du Terraform, par rapport à la partie Atlassian. On a eu ce genre de demande. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est des clients qui me disent, on a tout optimisé notre déploiement de services cloud, on fait tout en Terraform, on n'a pas besoin de backuper nos services cloud. Je fais OK, pas de problème. Vous n'avez pas de données persistantes? On a de la donnée, mais un petit peu dans des buckets S3 qui sont géorépliqués. OK, déjà de la réplication d'S3, c'est pas du backup. On peut backuper votre Terraform, parce que qu'est-ce qui se passe si votre Terraform est corrompu? Non, il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, notre Terraform, tout vient d'un Git, un GitHub, un GitLab, un Azure DevOps, ce que vous voulez. Euh, ok, il faut sauvegarder votre GitLab, votre GitHub. Non, c'est pas la peine, on a une copie en local, on a une synchro. C'est pas du backup. C'est pas du backup. Et donc, on insiste beaucoup sur ce côté sauvegarder votre infrastructure as a service, sauvegarder vos applications as a service.
sauvegarder tout ce que vous avez en as de service autant que possible parce que vous avez quelque part un point de failure et ce point de failure, bah, il faut être capable d'y répondre. Comment je repars si mon super admin qui a 4 mains, il n'est pas dispo et si j'ai pas de backup. Ok, pareil sur la partie DocuSign, hein, bien souvent c'est des contrats. Bah, ça serait bien de pouvoir sauvegarder ces contrats, que ça ne soit pas juste stocké quelque part sur le PC de la personne du légal et que demain, bah, si on a une panne, bah, on n'a pas nos contrats. Donc aujourd'hui, vous allez du coup pouvoir sauvegarder ces différents environnements. Ce qui va être intéressant, si je reprends l'exemple de la partie Microsoft, bah, typiquement comment ça va se passer, vous allez pouvoir sélectionner votre application, cliquer sur Configure. On va vous demander de mettre un nom pour votre environnement, donc par exemple Entra ID démo. Je vais pouvoir classer mon application dans ce qu'on appelle un protection set. Donc, on a une approche multitenant, ce qui veut dire qu'on est capable de cloisonner les différents environnements de sauvegarde. Peut-être que dans vos entreprises, ce n'est pas la même équipe qui gère la partie Confluence que la partie Google, que la partie Office 365. Et donc, on va cloisonner les environnements de sauvegarde. Chacun aura accès à son environnement et uniquement à son environnement. On va mettre en place une authentification, bien souvent par clé API ou quand c'est du Microsoft par OAuth 2.0, et on va se connecter. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir différents niveaux de granularité à la restauration. Donc, par exemple, sur de l'Entra ID, vous allez pouvoir restaurer de l'utilisateur du groupe, de l'application, des settings. Vous allez pouvoir restaurer tout le tenant si vous le souhaitez. On va vraiment vous donner une granularité applicative en termes de restauration. Cette granularité, vous allez la retrouver sur d'autres applications. Si je prends l'exemple de Office 365, bah, ça va être pareil. Vous pouvez restaurer une boîte mail, un email, un dossier, un settings. Vous allez vraiment pouvoir jouer avec ce côté restauration et granularité. Et vous allez retrouver ça exactement partout. Donc, il y a notre aide en ligne qui vous reliste l'ensemble de ces permissions. Pareil sur de l'Octa, on va retrouver pas mal de settings qui sont restaurables. Pareil si on parle de produits de la famille Confluence, hein, Atlassian, on va pouvoir restaurer pas mal de choses. Donc, par exemple, si je prends du Jira Software, Jira, encore une fois, vous pouvez restaurer de l'attachement, du bug, de l'épique, de la story, de la tâche, de la sous-tâche, vraiment de la granularité. Moi, j'insiste sur ce côté granulaire parce que j'aime comparer ça avec un serveur de fichiers ou un serveur de messagerie. Quand vous êtes on-premise, si votre serveur Exchange crash, vous n'allez pas accepter qu'on vous restaure tout le serveur alors que c'est juste à cause d'une boîte mail. Vous allez dire non, nous on a juste une boîte mail de corrompu, vous restaurez que la boîte mail qui est corrompue. Et bien c'est pareil pour un environnement Office 365. Si vous avez qu'un utilisateur entre ID qui est corrompu, ben, vous voulez restaurer que cet utilisateur entre ID. Si vous avez qu'un ticket sur Jira, qu'un fichier sur Confluence, qu'un fichier sur SharePoint, c'est toujours la même chose. Vous ne voulez pas restaurer l'ensemble du contenu, vous voulez restaurer que le fichier, que l'objet à une date spécifique. Donc nous, on va vous donner ce contrôle. Ce contrôle, ben, une fois que vous avez ajouté votre application SaaS, comment ça va se passer? Votre application, elle va apparaître dans la liste des applications SaaS ajoutées. Vous allez pouvoir l'avoir ici. Bah, ici, j'ai ajouté de l'Office 365. Donc, je vois un ensemble de boîtes mail. Je peux m'amuser à filtrer, hein. Si je dis je veux juste voir mes boîtes de type Exchange, bah, je vais juste voir mes boîtes Exchange. Je suis capable même d'avoir du legal hold pour dire bah, certaines boîtes sont très critiques, on ne peut pas avoir de règles de suppression, d'historique, ou ainsi de suite. Et je vais pouvoir faire du backup. Alors, comment est-ce qu'on va faire du backup? C'est là qu'on va toucher à tout ce qui est souveraineté. Xavier le disait, vous n'avez pas forcément le contrôle sur où est votre donnée SaaS aujourd'hui. La plupart de ces données sont hébergées soit chez AWS, soit chez Azure, et certaines chez Google. La plupart de ces données dépendent de solutions type Cloudflare d'un point de vue DNS et ainsi de suite. Résultat, vous avez quand même une grosse dépendance à des plateformes sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. L'idée, c'est de se dire, bah, premièrement, avec vous, si vous souhaitez le localiser en Europe, la plateforme SaaS peut être localisée en Europe. Et surtout, c'est vous qui avez le contrôle du stockage. Donc le stockage, ça veut dire on vous rend la propriété de vos données. Vous allez pouvoir, par vous-même, décider où vous souhaitez stocker vos backups. Donc soit dans un environnement public cloud, Amazon, Azure, Google, dans la région de votre choix. Donc ça peut être à Paris, ça peut être en Belgique, ça peut être en Suisse, ça peut être où vous souhaitez ou bien sur du S3 compatible. C'est là que vous allez prendre le contrôle encore plus fort de votre donnée. Vous allez pouvoir dire, bah moi non, je suis en France. En France, on a un opérateur qui s'appelle OVH, on a un opérateur qui s'appelle Scaleway, qui propose des solutions de stockage S3. Bah, je voudrais mettre mes backups chez eux.
OK, vous allez prendre du S3 compatible. Moi, j'ai déployé ma solution de stockage S3 Dell ECS on-premise et je voudrais stocker mes backups dans mon environnement on-premise. OK, on va ajouter du S3 compatible. Donc, vous allez vraiment prendre le contrôle de où sont stockés vos backups et c'est vous qui allez pouvoir maîtriser ça. On va également supporter, ça c'est vraiment une intégration assez forte qu'on a fait avec Dell, la capacité de stocker les données sur la data domain virtual edition, si vous le souhaitez, pour avoir le contrôle de vos backups. Alors, stocker vos backups où vous le souhaitez, ça c'est, pour moi, c'est l'étape primaire qui est la plus importante. Comme je vous disais, il y a ce côté souveraineté, il y a aussi ce côté, ben, vous avez le contrôle de votre donnée et du coup, bah, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ben, on parle de solutions de sauvegarde alternatives. Moi, je suis assez effaré de voir que certaines solutions vous proposent de sauvegarder votre environnement Microsoft chez Azure. D'autres vous proposent de sauvegarder votre environnement Atlassian chez AWS. Entre guillemets, c'est vraiment ce qu'on appelle mettre tous ses œufs dans le même panier. Si Microsoft tombe, bah, vous perdez votre sauvegarde et vous perdez votre environnement de production Office 365. Pareil pour Atlassian, si AWS tombe, vous perdez à la fois votre backup et vous perdez à la fois votre donnée. Et vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bloqué jusqu'à ce qu'on vous redonne potentiellement le contrôle sur quelque chose où il y a de la shared responsibility, donc sur lequel ils ne sont pas obligés de vous redonner votre donnée. Donc, pourquoi c'est important d'avoir le contrôle de la donnée? Deuxième chose, la donnée de backup, c'est de l'or. Aujourd'hui, au travers de données de backup, on a une multitude d'informations qui est très important. Et donc, il est important de se dire que cette donnée, premièrement, elle doit être immuable dans certains cas d'usage. On va dire que toute donnée à moins de 30 jours ou à plus de 30 jours, selon vos critères, doit être immuable. C'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place chez IQ. Mais surtout, cette donnée, vous devez, vous, avoir le contrôle du chiffrement. Donc, vous allez pouvoir activer du chiffrement de vos sauvegardes. Et ce chiffrement, soit ça sera par une clé générée par IQ, ou bien ça sera par une CMK, donc c'est-à-dire une Customer Managed Key. Vous allez générer votre clé de chiffrement ES256, vous allez l'appliquer, vous allez pouvoir faire de la rotation de clés si vous le souhaitez, et donc vous serez les seuls en mesure de déchiffrer la sauvegarde sur votre bucket de façon native si ça devait arriver. OK? Donc quelqu'un arrive à récupérer votre access key, votre secret key et à se connecter à votre bucket S3, et bien même s'il récupère votre donnée, il ne pourra rien faire parce que la donnée, elle sera chiffrée. Donc ça, c'est encore une fois comment vous redonner du contrôle. La souveraineté, c'est pas juste dire qu'on nous coupe nos accès, hein. C'est également dire, bah, si demain, pour une raison étrange, une personne d'un État avec plusieurs étoiles voulait accéder à votre donnée et la lire, bah, le fait d'avoir vos propres clés de chiffrement, bah, la donnée, elle est lisible. Voilà. Et même IQ, ne pourrait pas donner un accès en lecture à votre donnée parce que bah, c'est vous qui êtes propriétaire de vos clés de chiffrement. OK? Alors, une fois qu'on a défini tout ça, on a défini ce qu'on voulait sauvegarder, on a défini où on voulait le sauvegarder, bah, ce qui va être assez important, ça va être de dire bah, comment je fais ma restauration. Donc, nous, vous allez pouvoir sélectionner vos objets, vous allez pouvoir avoir différents niveaux de restauration, vous allez pouvoir faire de la restauration granulaire. Donc, on lance cette petite fenêtre, on patiente une minute, et au bout d'une minute, je ne vais pas patienter là, vous avez l'ensemble des options de restauration ici présentes qui apparaissent. Donc, vous pouvez restaurer un email, un objet ou ainsi de suite. Ça va être exactement la même approche si vous souhaitez restaurer des produits de type Entra ID, de type Okta. Exactement la même approche si vous souhaitez restaurer du Jira, du Box, du Confluence. C'est toujours la même simplicité. De la même façon, si vous avez des machines virtuelles dans Azure, dans Google ou dans Amazon, vous allez pouvoir faire de la restauration de machines virtuelles. Sur la restauration de machines virtuelles, vous pouvez restaurer une machine virtuelle, vous pouvez restaurer un disque, vous pouvez restaurer un fichier, vous pouvez même faire de la restauration croisée entre deux VM ou entre deux clouds publics. Je suis capable de prendre une VM qui est chez Azure et la restaurer chez Google, par exemple, de façon assez simple. Tout à l'heure, je vous parlais de tout ce qui était mode serverless, je déploie des applications en mode simplicité, toute ma donnée, elle est dans un S3. Nous, on a une demande grandissante chez IQ pour sauvegarder des buckets S3. Donc, si vous avez de la donnée en mode serverless sur un bucket S3 et qu'il faut protéger cette donnée, on va également être capable de protéger cette donnée. On va détecter vos buckets, Google, Azure, Amazon, par exemple, ou autres, et on va les protéger très simplement. Pareil, si vous avez de l'Azure File, du Google File Store, c'est des choses qu'on va pouvoir protéger pour vos entreprises, très simplement. Alors, tout ce qui se passe sur IQ, vous avez un suivi des tâches, vous avez la capacité d'être informé.
quand il se passe quelque chose. Donc, on va pouvoir mettre en place des notifications, soit par email, soit par webhook. Je suis capable de tracer, par exemple, toutes les tâches de backup, toutes les tâches de restore, toutes les tâches système. Par exemple, à chaque fois que quelqu'un se connecte, je vais être tracé. Je suis capable de dire que je vais des alertes dans tous les cas, seulement quand il y a des problèmes. Donc, si par exemple, je crée une alerte de connexion, bah, je vais faire un système failed. Ici, je vais le mettre un login failed IQ, je vais l'appeler comme ça, login failed IQ. Et donc, à chaque fois qu'il y aura une erreur de connexion, je recevrai un email ou un webhook pour me prévenir qu'il y a des erreurs. Excellent pour typiquement traquer si une personne essaye de forcer la connexion. Bien évidemment, sur la plateforme, si vous faites 3 essais, vous êtes bloqué au bout de 15 minutes pour éviter tout ce qui est brute force et ainsi de suite. La plateforme va également vous proposer tout ce qui est reporting intégré. Donc, vous allez pouvoir suivre votre consommation, vous projeter sur votre consommation, avoir des rapports de sauvegarde très simplement. Je veux connaître l'état de mes backups sur 24 heures pour tel VM, tel VM. Vous allez vraiment pouvoir, vous, aller choisir différentes choses et créer vos propres rapports. Donc, je sors ma VM, elle vient de quelle zone, de quel size. C'est super simple. Donc là, par exemple, si je fais un entity name, entity protection, start time, voilà. Donc je sais tel VM est protégé, n'est pas protégé, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir donner des accès à vos collaborateurs, soit avec des comptes locaux, soit avec des comptes d'une source d'autorité externe, comme je le disais. Et surtout, IQ est 100% orienté REST API. Donc, tout ce que je vous présente, c'est disponible dans des API. Vous pouvez vous connecter à la plateforme. Vous pouvez automatiser des actions via nos API. Aujourd'hui, si je dois résumer, on vous présente une solution universel qui vous permet de sauvegarder le plus de produits SaaS aujourd'hui sur le marché dans une approche API first. Donc, c'est-à-dire, c'est pas de la bricole. Ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur les API des différents éditeurs pour vous proposer cette sauvegarde. On vous donne le contrôle de où vous souhaitez stocker vos sauvegardes. On vous donne le contrôle du chiffrement. On vous donne également le contrôle des fréquences de sauvegarde que vous allez pouvoir définir dans des politiques de backup, dire à quelle fréquence vous souhaitez sauvegarder vos backups, pendant combien de temps vous souhaitez conserver vos backups, est-ce que vous souhaitez avoir des copies, est-ce que vous souhaitez avoir des archives de vos backups. Donc vous avez vraiment un contrôle, hein. Aujourd'hui, encore une fois, certains produits vous disent bah, vous n'avez pas le choix, c'est une sauvegarde par jour pendant 15 jours sur un stockage qui nous appartient chez Microsoft pour backuper du Microsoft. Beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cette phrase. Et donc voilà. Pensez vraiment souveraineté, pensez Dora, pensez NIS2, pensez à ce que vous faites on-premise et pourquoi est-ce que c'est différent dans le cloud. Si vous aviez le pouvoir d'avoir dans le cloud la même qualité de sauvegarde que ce que vous aviez on-premise, bah, est-ce que vous le feriez? Et si ce n'est pas déjà en place, bah, pourquoi vous ne le faites pas? Ce seraient mes questions. Nous, on peut vous accompagner sur des tests, on peut vous accompagner sur des évaluations en termes de licence, en termes de mise en place de produits. On est vraiment dédié à ça, on a des équipes dédiées à ça, avec nos partenaires, pour travailler avec vous sur ces projets. J'espère vous avoir donné plus de vision sur qu'est-ce que IQR Cloud. Il y a encore plein de choses à vous faire voir. Je pourrais en parler pendant 3 heures. J'essaie d'être synthétique, mais avec grand plaisir pour entrer dans plus de détails et vous informer là-dessus. Alors, j'avais reçu une question tout à l'heure. Peut-on utiliser du stockage chez OVH? Donc oui, on peut utiliser un stockage S3 chez OVH si on le souhaite. Aujourd'hui, c'est supporté de l'OVH, du Wasabi typiquement. Donc il y a aucun souci à utiliser ce genre de technologie sans problème. Voilà, une seule question. Ben, c'est que nous avons été très clairs aujourd'hui, Christophe, j'ai l'impression. Parfait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email si vous avez des questions complémentaires, à organiser une démonstration avec nos équipes ou avec le partenaire de votre choix. On sera ravis de vous accompagner. Et sur ces belles paroles, on vous souhaite une excellente fin d'après-midi à tous et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.